pour ce retour terrain, on va recommencer par les JO 2024. Évidemment, on a commencé à détailler ça avec Amadea Kostreva, mais on va y aller encore plus. Alors, vous avez commencé à expliquer, hein, vous venez pas initialement du monde du sport, hein, quand vous avez commencé cette aventure. Est-ce que vous y avez travaillé quoi pendant 6 ans sur ce 6 ans. projet? Et qu'est-ce que vous en avez appris justement? On a commencé beaucoup à parler du fait de travailler ensemble, finalement, d'avoir rassemblé des équipes qui ne se parlaient pas, on peut le dire comme ça. Oui, j'y ai appris énormément de choses. Comme je le disais au départ, moi, je venais pas forcément du monde du sport. Je suis rentrée dans le projet Paris 2024 parce que je suis parisienne, parce que je suis française, parce que je travaillais déjà sur les sujets de transition écologique et je me suis dit mais que c'est un formidable cheval de Troie. C'est un projet tel qui donne envie à n'importe qui de se montrer sous son meilleur jour, de donner le meilleur de soi-même pour ce moment, pour que le 26 juillet 2024, tout le monde soit au top de sa forme et de ce qu'il peut faire. Et donc, je me disais, utilisons ce levier, notamment pour les questions de transition écologique. J'y ai appris énormément d'un point de vue opérationnel, organisationnel et sur la capacité à collaborer ensemble. Et ce qui a été vraiment assez marquant et révolutionnaire et qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises pourraient s'approprier, c'est vraiment la vision de départ où en fait, je vais juste citer l'un des indicateurs qui sont les plus courants, c'est le carbone. Le Oui. carbone, on l'a pas traité comme un bilan, on l'a considéré comme une empreinte carbone cible au début, comme une sorte de budget carbone. On avait fixé l'objectif de diviser par 2 l'empreinte carbone par rapport aux éditions précédentes. Ça veut dire que, contrairement à beaucoup d'événements qui jusqu'alors, éventuellement, à la fin de l'événement, comptaient le carbone et éventuellement communiquer dessus et éventuellement aller financer des projets pour le compenser, non, nous, on l'a fixé au début en disant ça, c'est notre limite à ne pas dépasser. Et donc, chacun doit tenir dans son enveloppe carbone. Bien sûr, le premier levier, ça a été d'éviter de construire. On a Oui. fait des jeux qui reposent sur l'existant. Là, ça a été assez drastique en termes d'émissions évitées, mais surtout, c'était un message très fort envoyé, d'ailleurs qui a été très contrasté avec ce qu'on avait pu voir pour le Qatar, par exemple. C'est qu'avant, les jeux, c'était la démonstration de qui va construire le plus gros stade, le plus vite, le plus neuf. Nous, on s'est dit, on a le Parce que Parc des c'était un Princes. héritage. L'idée, c'était un héritage. C'était pas de faire juste des jeux pendant une période définie, mais de laisser quelque chose aussi derrière. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, nous, on avait toute une vision qui était structurée autour de 3 axes. Moins, mieux, pour longtemps. Ce que disait Voilà. Thomas. On fait avec moins, donc on construit moins de sites, on réduit, mais on réduit jusqu'à des niveaux de détail de la moquette. On n'a pas besoin d'avoir des moquettes dans les espaces hospitalités et à l'échelle des jeux, ça fait plusieurs milliers de mètres carrés de moquettes. On a travaillé sur des prises, le mobilier. Qu'est-ce qu'on peut réduire pour tout simplement est-ce que tout est réellement nécessaire? Pour ce qui est indispensable, comment on fait mieux? Donc comment on va travailler sur l'éco-conception, comment on va mettre des infrastructures bois, comment on va mieux manger. L'un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, dont je suis très fière, c'est la restauration, mettre plus de végétal dans les assiettes des jeux. Donc il y a eu 2 fois plus d'offres végétariennes proposées pour le grand public. Ils ont mangé 2 fois plus végétarien. Il y a eu la Concorde qui était en 100% végétarien. Et pour longtemps, donc c'est comment ce qu'on va faire va laisser un héritage. L'héritage, il est matériel. Il y a le village des athlètes qui est là très récemment, a été inauguré pour les habitants de la Il s'est Seine-Saint-Denis. transformé en un quartier durable, on peut le Tout dire. à fait. Ouais. Donc l'héritage matériel visible, comme le centre aquatique olympique, mais en Seine-Saint-Denis, il y a 18 bassins qui ont été inaugurés, dont Sevran, par exemple. Ils ont récupéré les bassins qui étaient à l'Accor Arena, là où Léon Marchand a gagné. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, à Sevran, on a les habitants qui peuvent venir nager dedans. Le sable du beach volley, qui était quand même le stade le plus incroyable du monde, a été distribué dans 4 terrains en Île-de-France. Et après, il y a eu tout un système de plateforme où en fait les acteurs du sport pouvaient venir récupérer. Alors il y avait les équipements sportifs, mais il y avait aussi des matériels très techniques, des passes-câbles, du mobilier, etc. Donc il y a eu vraiment tout cet héritage matériel pour tout ce qui n'aura pas pu être évité en amont. Et après, il y a l'héritage immatériel, c'est les pratiques, les méthodes. Et ça, on a beaucoup travaillé avec nos partenaires et avec nos prestataires. On avait ce qu'on appelait la stratégie responsable des achats, où on a envoyé un signal très fort à beaucoup de secteurs pour dire vous voulez répondre au marché des jeux,
vous voulez faire partie de l'aventure, d'accord, mais nous, on a des critères environnementaux et sociaux. On avait Parce 5 qu'on demande axes. souvent à la commande publique de Voilà, justement on était d'insister et là soumis à vous la y commande étiez. Voilà. publique. On avait 5 critères, une grille avec réduire l'empreinte carbone et préserver la biodiversité, intégrer les principes de l'économie circulaire. Il y avait l'innovation sociale, la création de valeur sur les territoires et il m'en manque un. Il en manque toujours un. Voilà. Ça, c'est classique. Non, mais et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder déjà que 100% des marchés ont été passés à travers ce prisme-là, et que parfois, on a mis, il y avait une moyenne de 15% de la note sur ces chiffres-là. Il faut vérifier les chiffres dans notre rapport, je peux peut-être me tromper. Mais surtout, parfois, on mettait le critère environnemental et social au-dessus du prix, et ça aussi, c'est révolutionnaire. On disait au marché, on est prêt à payer plus cher si vous répondez à nos standards. Et donc, ça a permis... Alors, certains acteurs venaient avec des solutions super, qui étaient prêtes à l'emploi, et d'autres disaient, non, en fait, on n'y est pas encore, mais on va travailler ensemble, on a 3, 4, 5 ans, et on va mettre en place ces solutions. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui nous disent, on continue, ça on met en place, ça on a vu que vous pouviez le faire. Et donc cet héritage-là, immatériel, continue avec des pratiques, des méthodes qui sont à disposition de l'événementiel sportif, mais tous les secteurs de la société. Et en tenant le budget Oui, initial, voire même en restituant un petit peu, ce qui est En assez exceptionnel. Et peut-être pour clôturer sur cette page JO, j'invite vraiment à lire le livre de Tony Estanguet qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui est assez extraordinaire et plein d'anecdotes savoureuses sur tout l'avant et la préparation des JO. Ça, je veux bien rebondir parce que c'est très important. En effet, on peut être performant financièrement et performant environnementalement. Il faut arrêter d'opposer les deux parce qu'on a prouvé que c'était possible. Exactement, c'est souvent l'idée aussi que développent certains quand ils s'opposent à ces sujets écologiques en disant ça coûte trop cher. On voit bien que c'est pas le cas. Alors j'aurais d'autres questions encore à vous poser, on va y revenir, mais je vais me tourner vers Bertrand Roy pour en savoir aussi un peu plus sur Tricolore. Alors on va dire vous apportez un peu un regard industriel sur ce plateau, une entreprise qui fabrique des vêtements techniques pour les professionnels de la montagne. Alors, ça peut être les moniteurs de ski, c'est ça, les opérateurs de remontée mécanique, les secours. Là, de la même façon, vous aviez parlé d'éco-conception, vous avez vraiment réfléchi de cette façon-là. Bon, il y a le côté tricolore, made in France aussi, mais l'éco-conception, ça fait partie aussi de la base de la création de Tricolore. La base, en fait, on a déposé la marque après avoir développé le concept. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'on l'a pensé. Depuis de nombreuses années, donc 2018, on avait déjà créé un fonds de dotation pour récupérer des anciens vêtements qui étaient encore en bon état et qui pouvaient avoir une deuxième vie, ce qui permet quand même d'améliorer en fait leur impact sur notre environnement. Et on a développé de ce fait des produits en fait pour qu'ils soient moins impactants dans leur fabrication, moins impactant dans leur usage en faisant augmenter en fait la durabilité et d'anticiper la fin du cycle de la vie du produit, soit parce qu'il peut être réemployé, soit parce qu'on peut récupérer les matières avec lesquelles on a conçu le vêtement. Donc ça, c'est l'ADN de la marque. Après, on cherchait à savoir comment on voulait l'appeler. On était bien franchouillard, donc Tricolore, c'était dispo. On a fait une petite faute de français et on a pu le déposer. Non, ça fait un petit peu anglo-saxon, non, je rigole. Non, les anglo-saxons n'aiment pas trop le tricolore. Je vous dis, là, ces temps-ci, vu les raclés qu'ils prennent au rugby, le tricolore n'est pas bienvenu pour l'instant. Je reviens sur un sujet qui est intéressant, c'est le prisme qu'il y a quand on fait un appel d'offres pour un marché et de dire, voilà, dans nos choix, le critère environnemental ou éco-sociétal est prédominant et on est capable de s'affranchir du coût intrinsèque du produit. Ça, c'est vraiment important que le monde change aussi de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui, hélas, sont plus chères que de continuer à faire ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et si on ne s'affranchit pas de ça, si on ne fait pas des efforts par ailleurs pour s'octroyer le budget, on ne peut pas faire ce pas en avant. Et ça, c'est vraiment important. Nous, on le voit souvent dans les appels d'offres. Vous avez critères techniques, critères environnementaux. Et quand le critère environnemental est monté, on a baissé le service, par exemple. Mais le prix, c'est toujours 80. Ouais. On sait 40%, c'est que là, déjà, on est tombé dans un autre monde. Mais voilà, donc,
quelque part, on se dupe aussi. Il y a un vrai effort aujourd'hui à faire parce que pour faire mieux, souvent, hélas, ça coûte un petit peu parce qu'en fait, on n'a pas encore, en termes d'industrie, les capacités en termes de volume pour avoir des répercussions en fait, sur le coût intrinsèque du produit. Et parce qu'aujourd'hui, on se cache un peu la moitié de la vision, parce qu'en fait, on ne prend que le coût de la production et on ne met jamais en regard le coût de la fin de vie du produit. Si les gens réellement avaient à payer ce que ça coûte de le retransformer et que son bilan soit réellement neutre, aujourd'hui, en fait, on paye que la moitié du prix du produit. Je ne sais pas si j'étais très clair. Il y a aussi la dimension en fait, des coûts évités. Je prenais les chiffres tout à l'heure, par exemple, de l'OMS sur la santé, mais on pourrait l'appliquer, et on l'a déjà évoqué sur bien d'autres aspects. Quand on a des produits qui sont très nocifs en fin de vie pour l'environnement, d'ailleurs, c'est des coûts monstrueux pour les collectivités, pour dépolluer les sols, le sol, les eaux, etc. Et donc, de fabriquer mieux, de rendre séparables, par exemple, les éléments constitutifs d'un produit, de pouvoir les réintroduire dans des filières de recyclage, de seconde main, etc., font que derrière, il y a beaucoup de coûts évités. Et c'est un des grands enjeux du moment pour les acteurs qui fabriquent en étant mieux disant au niveau social et environnemental. Si ce n'est d'avoir des conditions fiscales avantageuses, c'est au moins de bénéficier par la commande publique d'un surplus de volume et ce faisant être plus compétitif, parce que derrière les coûts pour les collectivités, donc pour l'État, seront moins importants. Donc ce n'est pas des économies de recettes, mais de dépenses. Vous vouliez juste terminer, parce qu'après, on va enchaîner avec Yoann, même si après, j'aurais d'autres questions à poser, évidemment. Je pense que c'est exactement ça. La vision qu'il faut avoir, c'est une vision globale et faire en sorte aujourd'hui que les gens comprennent bien que ce surcoût-là, en fait, in fine, c'est un bénéfice. Mais c'est très, très compliqué aujourd'hui à intégrer comme modèle pour les gens, même quand on parle juste de durée de vie du produit. S'ils l'ont acheté 30% plus cher et qu'il a une durée de vie de 30% supplémentaire, et ils ont pas l'impression d'avoir fait une bonne affaire parce qu'ils l'ont payé 30% plus cher. Donc c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui d'arriver à inciter les gens à faire cet effort-là, même quand on parle aujourd'hui d'entreprises privées ou de collectivités. Donc voilà, on est au début de ce cheminement-là. Et pour revenir sur un des points qu'on a évoqués, le sport est certainement un excellent vecteur pour faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas forcément opposer l'éco-responsabilité et la performance. Aujourd'hui, nos produits, ils sont performants sur la partie éco-sociétale et ils sont performants dans ce pourquoi ils sont faits. Protéger les gens quand ils sont en altitude, dans des climats qui sont hyper austères. Et aujourd'hui, on n'a aucun professionnel qui voudrait travailler avec nous si le produit ne rendait pas la fonction. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir que quand on fabrique une veste chaude, et d'une, elle est monomatériau pour pouvoir la recycler, et de deux, elle est faite à partir de bouteilles en plastique à 100%. Donc au bout du compte, j'extrais des bouteilles en plastique de notre univers, je rends une fonction, et à la fin, je sais la retraiter pour refaire une matière première qui sera utilisable. Et c'est cette circularité-là qui nous intéresse. Et qui sert pour l'isolation. Alors, vous avez commencé à parler de sport. On continue à développer ce sujet du sport avec vous, Yoann Penel. Donc, vous avez un parcours très riche entre présidence de club, de la Fédération française de badminton. Vous avez eu un engagement aussi au sein, et c'est pour ça que vous savez bien parler aussi des JO, du Comité national olympique et sportif français. Donc, vous avez commencé à parler tout à l'heure un petit peu de l'évolution du sport. Vous êtes vous-même maintenant directeur de l'Observatoire de la communauté des entreprises à mission. Donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme prise de conscience pour continuer à développer un peu ce que vous disiez derrière? Vous avez encore d'autres choses à mettre en avant, d'autres mythes à déconstruire. Alors, si on revient un petit peu en arrière, nous, on est élus à la Fédération française de badminton en décembre 2020 avec un collectif de jeunes dirigeants avec aucune expérience fédérale et qui essayaient de se nourrir un petit peu d'une observation de ce que devenait le sport au XXIe siècle et qui ne collait pas forcément à la photo de ce qu'il était au XXe. Sur les 34 millions de pratiquants qu'évoquait Thomas tout à l'heure, il y a une enquête qui est faite tous les ans par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui questionne un échantillon représentatif de ces 34 millions de pratiquants sur leur motivation à faire une activité physique ou sportive. L'enquête, elle paraît tous les ans. Et ce que nous dit cette enquête, c'est que entre 91 et 92% des Français
ne font pas de sport dans une optique de performance. 91 à 92%. Or, dans le même temps, si on regarde le monde fédéral, 95% de l'énergie, des moyens et de la communication des fédérations est tournée vers la performance. Donc, il y a quelque chose qui ne matche pas. Et donc, on en vient au deuxième mythe fondateur du sport, c'est la théorie du ruissellement. Alors que vous pouvez adapter à plein d'autres contextes, mais c'est globalement, si vous mettez tous vos moyens sur une ultra-minorité des 0,01% d'athlètes de haut niveau, leur résultat, le fait qu'on parle du sport, va faire en sorte que ça va améliorer les conditions de pratique des 99,99% restants. Ce qui est fondamentalement faux. D'accord. Et on le voit sur toutes les études longitudinales sur l'accueil de grands événements sportifs internationaux, il n'y a pas d'impact durable sur la pratique des citoyens du club hôte. Il y a un impact direct tout de suite après. Et on le voit en France, là on a un vrai pic dans les fédérations. Mais après, on a une lente décrue. Donc on voit bien que cet héritage-là, il n'existe pas dans l'histoire. Donc il faut arriver à proposer autre chose. Donc la question, c'est dans cette enquête-là, la moitié des Français font une activité physique à des fins de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'organisation de nos pratiques fédérales répond à cet enjeu-là? La réponse est non. Et on en vient au troisième mythe, qui est celui des valeurs du sport. Il a réussi à glisser ces trois mythes. C'est formidable. quand même. Ça fait 15 minutes qu'il le prépare. C'est ça, je fais du teasing. Mais donc, pourquoi est-ce que ce mythe des valeurs du sport, le sport c'est bon pour l'éducation, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la cohésion sociale, c'est quelque chose qui enferme les acteurs du sport dans une pensée très conservatrice. En fait, on n'a pas besoin de se poser des questions puisqu'on est déjà vertueux par nature. Or, si on était vraiment bon pour la cohésion sociale, on n'aurait pas besoin de 50 quarts de CRS à chaque match de Ligue 1. Si c'était bon pour la santé, on n'aurait pas la moitié des All Blacks, non, de l'équipe d'Afrique du Sud de 95, qui gagne le titre de champion du monde devant Mandela à domicile, qui sont morts à 40 ans. Donc on voit bien que tout ça, il y a autant de contre-exemples que d'exemples. Donc nous, quand on est élu à la tête de la fédération, on se dit comment est-ce qu'on est en capacité de réinventer nos pratiques pour à la fois servir les enjeux de performance sportive, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on a une délégation de service public. On doit représenter la France sur les compétitions internationales. Et soit dit en passant, le badminton français ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Voilà. Et dans le même temps, comment est-ce qu'on invente des pratiques qui sont bonnes pour la santé? Comment est-ce qu'on invente des pratiques pour des gens qui se sentent seuls, pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes? Ceux qui veulent juste transpirer, ceux qui veulent juste s'amuser, etc. Donc on a essayé de construire un projet très novateur qui reposait sur une jambe qui est la performance sportive, une jambe qui est la performance sociale, et après de construire autour de ça un cadre qui favorisait la diffusion de cette vision-là. Et donc ce qui nous paraissait le mieux pour nous, c'était la question de l'entreprise à mission. On y revient. On y revient. Parce que c'est un modèle qui, pour nous, alliait à la fois la question de la responsabilité, de la RSE, c'est-à-dire améliorer nos pratiques et réduire leur externalité négative, mais le croisement avec la question de l'utilité. Et donc, finalement, c'est quoi les externalités positives de ces pratiques-là? Et l'entreprise à mission, elle est au croisement des deux. Donc, il n'y a pas que faire mieux, il y a aussi faire utile. Et donc, on en revient à, aujourd'hui, un club, parce que nous, une fédération, notre mission, c'est de servir nos 2000 clubs. Mais un club dans son territoire, il sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'une mairie, elle va plus soutenir ce club-là que ce club-là? Et en fait, on est enfermé dans juste... Allez, je vais peut-être avoir la pépite qui va devenir championne olympique demain. Et en fait, c'est ça le driver unique. Alors qu'à côté de ça, on réunit des gens, on mélange des classes sociales qui ne se rencontreraient jamais. Mais ça n'est pas organisé. Donc, il faut qu'on passe dans les fédérations on fait quelques petites actions, et la Fédé de badminton, elle était hyper innovante là-dessus. En 2010, on sort la première formation à l'éco-responsabilité dans l'organisation des compétitions sportives. On a lancé le premier label éco-responsable sur les compétitions sportives. On a été les premiers signataires de la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère. On a fait des World Cleanup Day, on a fait des autocollants stop pub à l'effigie de la mascotte de la Les gens ne jouaient même plus au badminton. Voilà, c'est ça. Et non, mais ce que Et tu pourtant, dis là, le niveau est bon. Il y a des... ce qui est dit là, c'est on nous a opposé pendant 4 ans le fait
Mais arrêtez de nous gonfler avec tout ça, les gens, ils veulent juste taper dans un volant. C'est sûr que les gens, ils n'adhèrent pas à une association pour changer le monde. C'est ça. Mais si ça peut indirectement C'est ça. le Et faire... nous, notre engagement à la fédération, c'était de changer le monde. Très humblement, bien évidemment. Non, mais à votre niveau, et peut-être rappeler quand même ce qu'on appelle l'entreprise à mission. Hein. Mm. En fait, c'est une raison d'être, un cap à long terme. Et je pense Ouais. qu'Amadé, en fait, l'a évoqué tout à l'heure pour les gens, en disant ça a commencé par une vision de long terme C'est avec ça. un engagement sociétal fort qui a mobilisé tout l'écosystème. Et derrière, des objectifs, des moyens mis en face sur lesquels on est contrôlé. Et ça, en réalité, on peut l'appliquer à une entreprise lucrative, à une fédé, à une asso Totalement. ou à un comité d'organisation des Jeux Olympiques. Alors, je vous laisse terminer, parce qu'il reste Oui. à peu près 7 minutes, et je voudrais vraiment faire Très bien. réagir. Donc, Et je puis, vous allez finis nous en parler une aussi minute. d'Holo, parce que c'est dans la continuité, finalement, aussi de tous ces Mm. sujets. Mais allez-y, parce que c'est important de le souligner, cette démarche, et de bien la comprendre. Donc voilà, en une minute, on avait une vision de long terme qui était un vrai projet de société qui partait du postulat que le sport est l'outil le plus puissant qu'on a pour résoudre les problématiques qu'on a aujourd'hui. On a un mouvement sportif aujourd'hui qui est traversé par une crise du bénévolat, qui est traversé par une crise des financements, qui est traversé par une crise des vocations aussi professionnelles. On manque de bras dans le sport. Et donc, nous, la réponse qu'on voulait apporter, une réponse qui était un fil rouge à toutes ces problématiques-là, c'est finalement qu'on traverse une crise existentielle. Et tant qu'on ne se pose pas la question de la raison d'être du mouvement sportif français, en fait, voilà, on a toujours un arbre qui cache la forêt. Regardez, on a fait une super action, mais ça n'est pas une révolution systémique et une prise en compte systémique, comme l'a fait Paris 2024, de la question sociale et de la question environnementale. Donc communiquer, on sait très bien le faire. Se réinventer autour d'une finalité, c'est plus compliqué et on l'a payé très très cher puisqu'on a vécu un mandat politique extrêmement éprouvant. J'imagine. Alors, vous avez pas de réinventer, justement, les pratiques, de faire utile. Et c'est un petit peu aussi l'héritage. Vous avez aussi des JO 2024 à Madère avec Holo que vous avez développé. Puis, il s'agit justement d'utiliser l'influence du sport. Absolument. Et les chiffres qui ont été mentionnés sont très parlants et je pense vont dans le sens de ce qu'on fait parce qu'en effet les athlètes, il y a le moment où ils brillent, ils vont performer, mais il y a énormément d'athlètes qui s'entraînent sans forcément atteindre des tels niveaux de performance ou après qui ont une vie après leur carrière. Et en fait, ces athlètes-là incarnent quand même quelque chose auprès des gens qui peuvent être extrêmement forts. Une fois de plus, à tort ou à raison. C'est juste un fait qu'on constate, c'est-à-dire que les Français, les gens adorent les athlètes. Ça a été dans le baromètre Ipsos 2025. Il y a eu 2 chiffres. C'était les grands événements sportifs sont le plus grand vecteur de lien social devant la gastronomie. Et les athlètes sont la 2e catégorie de personnalités qui peuvent fédérer et ramener du lien social après les soignants. Donc les Français on a parlé de Teddy Riner président, je crois. Voilà. Voilà. La plus grande communauté de fans sur les réseaux sociaux. Les athlètes, ils ont un pouvoir d'influence énorme. À tort ou à raison, une fois de plus, parce que eux-mêmes vont parfois dire moi je veux juste taper dans un ballon. Et c'est leur droit. Et parfois ils sont très jeunes. Enfin bref, on peut rien que de ça en parler pendant des heures. Mais le fait est que c'est quelque chose qui est très puissant dans l'imaginaire des gens. Nous, on s'est dit que les athlètes véhiculent l'esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment ceux qui l'incarnent le mieux. Et pour nous, l'esprit sain dans un corps sain, ça peut être un vecteur de monde sain. Quand on commence à faire du sport, quand on commence à faire attention à ce qu'on mange, et ben on commence à avoir une appréhension un peu plus forte de son environnement. En tout cas, c'est notre pari. Et on veut la transition écologique. Moi, je pense qu'elle va passer aussi par des actions concrètes. Comment dans son quotidien, quand on parle de carbone, d'empreinte carbone aux gens, c'est complexe. On peut en débattre pendant des heures. Non, ce qui est important, c'est de savoir comment je mange du matin, le midi, le soir, comment je me déplace pour aller emmener mes enfants à l'école ou au travail et quelles sont plein de petites actions que je peux faire pour que mon mode de vie soit plus sain pour moi, mais aussi plus sain et plus durable pour la société. Et donc le Holo, c'est un écosystème qui va notamment en 2026 soutenir des athlètes pour en faire des ambassadeurs de la nutrition durable. Ça veut dire que là où normalement les athlètes sont souvent soutenus par des marques, et attention, je ne vais pas dire que juste parce que c'est des marques, c'est pas bien. Il y a des marques qui soutiennent extrêmement bien leurs athlètes et font un travail formidable dessus. Mais souvent, les athlètes, on leur demande de s'engager sur des causes sociétales un peu bénévolement. C'est sur leur temps libre, etc. Nous, on s'est dit non, on va créer
une structure qui va porter des valeurs et des messages, et on va accompagner et rémunérer aussi des athlètes pour qu'ils puissent porter et avoir ce rôle d'ambassadeur, et que ça fasse partie de leur plan de carrière, et que ça soit une corde à leur arc supplémentaire pour demain aller dire comment faire du sport au quotidien. Et quand on dit sport, c'est aussi activité physique, hein. Oui. C'est être debout, faire 5 squats Oui, c'est par pas faire jour. une grande Voilà, compétition. c'est pas forcément... voilà. Si on s'alimente très bien végétalement, mais qu'on est un très mauvais sportif, on est éligible quand même ou pas du tout, du coup, chez Holo? Non, mais c'est tout un tas de projets. Ça, c'est un projet en 2026. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est comment le sport, les athlètes, peut être un vecteur de petites actions, petites ou grandes actions, qui peuvent changer nos quotidiens et plus tard la société. Et voilà. Et toujours dans un ton positif et inspirant. Parce que ça, je pense que c'est très important. C'est ne pas toujours se prendre trop au sérieux et ne pas... plutôt du côté des solutions. Alors Bertrand Roy, qu'est-ce que vous inspire tout ce qui a été dit? On a parlé des marques, hein. Vous, évidemment, vous êtes un acteur engagé, on va dire, sur ces sujets-là. Finalement, le sport aussi pourrait être prescripteur, pourquoi pas, de nouvelles normes et d'aller de l'avant sur ces sujets. Oui, je pense surtout que le sport, il doit donner envie. En fait, on parlait de performance, mais je pense que surtout, ce qui est important, c'est l'envie. En fait, c'est ça qu'on doit être capable de créer. En fait, il faut avoir envie d'aller dans un nouveau modèle. On va pas faire modifier en fait le mode de vie de nos concitoyens en leur imposant des choses. On ira vers l'obscurantisme. Ce qu'il faut, c'est de leur donner envie. Et il faut leur donner envie de nouvelles pratiques ou de reprendre des pratiques. Mais surtout, voilà, prendre conscience que, quelque part, là où ils sont, en fait, et d'une, ça leur appartient pas, et de deux, il va falloir qu'ils le lèguent, et que, quelque part, s'ils veulent le faire de la meilleure des manières, il faut qu'ils aient un petit peu conscience de tout ça. Ou alors Thomas, si on voulait justement résumer, parce que je crois qu'on pourrait continuer longtemps sur ça. On a des expériences, on va faire une deuxième émission du retour terrain qui est riche en tout cas d'initiatives qui peuvent être lancées. Surtout, je vais là pour le coup pas faire une synthèse, mais je vais ajouter une dimension qu'on n'a pas du tout évoquée. Et je pense que, et notamment les marques, vont de plus en plus être contraintes de raconter une autre histoire. Notamment parce que, et on le voit beaucoup dans les sports de montagne et les sports extérieurs, les conséquences du dérèglement climatique rendent la pratique de plus en plus difficile. Il y a des endroits du monde, y compris la moitié sud de la France, où il devient très difficile de pratiquer des sports, notamment extérieurs, à certains moments de l'année. Il y a, à d'autres moments de l'année, notamment les Alpes, pour prendre que cet exemple, une pratique dont la durée de praticité se réduit parce que la neige est moins disponible. Donc, de toute manière... Et on le voit avec certaines marques qui se saisissent du sujet. On pourrait parler de Patagonia au niveau international, qui fait souvent office de tête de gondole. On a des marques en France et très présentes comme Decathlon, dont les sports extérieurs sont très très sensibles à l'évolution de la pratique au regard du dérèglement climatique, repensent les produits et la façon dont elles racontent la pratique. Donc moi, je pense que les marques vont non seulement avoir un rôle majeur, mais vont y être contraintes parce que de toute manière, si elles veulent continuer à prospérer et permettre la pratique, il va falloir qu'elles accompagnent les pratiquants et les pratiquantes dans une meilleure considération de leur environnement. Et parce qu'elles accompagnent aussi les plus jeunes. Allez, 30 secondes. Juste pour rebondir sur ce que disait Bertrand, c'est que dans l'imaginaire collectif, on l'a vu, le sport est très associé à la compétition. Si demain, la première association d'idées avec le mot sport, c'est le mot jeu, les marques, elles auront tout gagné et on passera de l'injonction, effectivement, à une attractivité. Voilà, écoutez, pour le prochain épisode aussi, on fera toute une discussion autour du marketing et des marques et on va leur proposer aussi ce slogan. En tout cas, on a vu finalement là, à travers ces retours d'expérience, que vous vous rejoignez les uns et les autres sur ce sujet et donc on va découvrir à présent vos paris d'avenir.